évidemment, ce qu'il va nous expliquer, c'est que le vide est plein de choses. Et j'arrête là parce que... Et un bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien installés, ça va? Bon, je voulais d'abord remercier les organisateurs de cette fête pour leur invitation. J'ai toujours beaucoup de plaisir à venir ici. Je crois que je suis venu il y a 2 ans, pas l'an dernier. Et cette année, j'ai choisi un sujet infernal. J'aurais pas dû, c'est le vide. Le vide qui a une longue histoire et qui oblige à raconter des choses qui, pour certains d'entre elles, sont très anciennes. Et d'ailleurs, une remarque qu'on peut faire d'emblée, c'est que les physiciens, ils parlent de mots comme matière, vide, énergie, espace, temps. Et c'est des mots qui circulent comme ça depuis des millénaires, sans changer. Les mots restent les mêmes, mais ce qu'on met derrière les mots ne cesse pas d'évoluer. De sorte que ça crée des malentendus. Par exemple, si vous lisez le mot vide sous la plume d'un philosophe qu'on appelle présocratique, avant Socrate, comme Démocrite, vous lisez une traduction des textes de Démocrite, vous trouvez le mot vide, et vous allez projeter dans la phrase de Démocrite le sens du mot que vous connaissez. Et donc vous allez croire que Démocrite parle du vide qui vous est familier, alors que le vide qui vous est familier est complètement étranger à la pensée de Démocrite. Et donc il y a comme ça des malentendus qui sont un peu gênants. Et si je devais faire commencer l'histoire du vide à une date précise, je choisirais le 5e siècle avant Jésus-Christ. Il y a un philosophe qu'on qualifie parfois de père de la philosophie, qui s'appelle Parménide. Parménide n'a pas écrit des tonnes de trucs. Si, peut-être il a écrit des tonnes de trucs, mais on n'a récupéré que quelques fragments, dont certains sont très célèbres. Et il a dit une chose assez basique. L'être, ce qui est, l'être est, le non-être n'est pas. Oui, mais... Attendez, est-ce que c'est vraiment sûr que le non-être n'est pas? Alors lui, il disait le non-être n'est pas parce que le non-être est impensable. Et on peut se demander comment il y a pensé si c'est impensable. Mais ça, c'est une chose qu'on va laisser de côté. Et donc, il dit finalement, l'être est, il y a des tas de choses qui nous apparaissent, qui peuvent être des illusions, qui peuvent être des hallucinations, qui peuvent être des réalités factices. Et donc, le travail du philosophe, c'est de distinguer dans ce qui advient ce qui relève de l'existence véritable et ce qui relève de la fiction, de l'illusion. Okay. Donc, ça a été un moment très important. Donc, l'idée, c'est que le néant n'existe pas, la négation n'existe pas. Et ça a été critiqué par Platon, qui a accompli un acte qu'on appelle parricide. Il a tué le père de la philosophie, en disant qu'en fait, le non-être, il existe quand même. Par exemple, sous la forme de l'image, par exemple, sous la forme du simulacre, par exemple, sous la forme de la négation. Parce que, par exemple, une image se distingue de la chose dont elle est l'image. Et donc, il faut bien distinguer, pour la dire, l'être véritable de ces simulacres. Et ça a engendré toutes sortes de débats sur lesquels je n'ai pas le temps de revenir, mais qui sont passionnants. Et puis, il y en a un autre que vous connaissez aussi, qui s'appelle Démocrite. Alors, Démocrite, quand on lit en grec ce qu'il a écrit, à aucun moment il n'emploie le mot vide. Il emploie le mot non-être, comme Parménide. Et ce mot non-être, qu'on pourrait traduire par néant, a été ensuite traduit par le mot vide. Mais en fait, Démocrite n'en parle pas. Comment est-ce qu'on raconte Démocrite dans la vie courante? On dit, Démocrite, il a imaginé que n'existait dans le monde que les atomes et le vide. En fait, si on lit un peu plus précisément, on comprend que ce que dit Démocrite, c'est qu'il est d'accord avec Parménide pour dire que l'être, il est plein, il n'y a pas de trou à l'intérieur, il n'y a pas de non-être dans l'être. Mais Démocrite admet qu'il puisse y avoir à côté de l'être du non-être. Pour lui, l'être, c'est les atomes, et donc les atomes sont séparés les uns des autres par du non-être, traduit par vide. Et il explique que sans le vide, on ne peut pas comprendre le mouvement, etc. etc. Et cet argument va être dénoncé par Aristote un peu plus tard. Aristote va expliquer à partir de sa conception du mouvement que le vide ne peut pas exister. Parce que s'il y avait du vide, le mouvement dans l'espace ne serait pas possible. Alors,
s'il y a des questions là-dessus, on y reviendra, mais je pourrais passer assez vite parce que l'idée que le vide ne peut pas exister, l'argument d'Aristote, a été au départ argumenté à partir de considérations d'ordre philosophique, et puis à mesure que le temps a passé, se sont ajoutés aux arguments philosophiques des arguments, disons, théologiques, avec l'idée que Dieu, au moins en Occident, est un être qui n'a rien fait qui soit inutile, et on ne voit pas comment Dieu pourrait avoir créé le vide, dès lors que le vide, l'espace vide, est stérile, ne sert à rien, et donc aurait correspondu de la part de Dieu à une tâche dont il aurait volontiers pu se passer. Et donc, tout ça mis ensemble aboutit à la formulation d'une phrase qui va devenir un dicton que tout le monde connaît, à savoir que la nature a horreur du vide. Une phrase assez étonnante d'ailleurs parce qu'elle prête à la nature un sentiment, et même une passion. La haine, l'horreur, etc. C'est comme si la nature avait des sentiments qui se traduisent par des forces physiques. Il y avait quand même des arguments physiques dans cette idée. Par exemple, au Moyen-Âge, on pensait, enfin on avait observé ce que tout le monde peut voir quand il fait froid en hiver, si vous laissez une bouteille de verre remplie d'eau à l'extérieur, elle va geler, et le lendemain matin, si ça se passe la nuit, vous verrez la bouteille cassée. Elle est cassée par le gel. Alors comment comprendre ce phénomène? À l'époque, on ne savait pas que l'eau est le seul corps dont le solide est moins dense que le liquide. Les glaçons flottent sur l'eau, ils ne coulent pas. C'est-à-dire que la densité d'un glaçon d'eau solide est moins forte que la densité de l'eau liquide. Et donc les gens pensaient que quand il y a gel, l'eau liquide, au départ, se solidifie, devient plus volumineuse que le liquide, devient moins volumineuse que le liquide, donc il y a du vide qui se crée dans la bouteille, et la nature qui a horreur du vide demande à la bouteille de bien vouloir se casser pour empêcher que le vide qu'elle déteste se forme. Ça, c'est un raisonnement scientifique qui alimentait l'idée que la nature ne peut pas avoir du vide. Mais ce n'est pas un argument complètement stupide, par exemple. Je vais vous poser une question. Imaginez que vous buviez un verre de jus d'orange avec une paille. Vous aspirez dans la paille, et là, il se passe un truc assez étonnant quand même. Le jus d'orange monte dans la paille. Vous aspirez, le jus d'orange monte dans la paille, et donc défie la gravitation. La gravitation, elle demande au jus d'orange de rester en bas, et en aspirant, vous le faites monter dans la paille. C'est incroyable. Alors on dit on aspire le jus d'orange. On aspire. C'est comme si l'air qu'on aspire, était accroché au liquide par des petits crochets et l'emportait dans son mouvement ascensionnel. Alors comment est-ce qu'on comprend ce phénomène du temps de Bacon, disons au Moyen-Âge? Et même encore aujourd'hui. Moi j'ai fait un petit sondage dans mon immeuble. Alors, vous aspirez. Donc, en aspirant, vous diminuez la densité d'air qui est dans la paille. Si vous continuez à aspirer, un vide va se former. Un vide va se former dans la paille. Que fait la nature? Elle demande au jus d'orange de monter dardard dans la paille, toujours pour la même raison, c'est-à-dire empêcher que le vide qu'elle déteste se forme. Tout le monde croit un peu ça, non? Or, cette explication est complètement fausse, et il a fallu attendre le XVIIe siècle pour s'en rendre compte. Et ça a été un coup de bol que je vais vous raconter. Ça a été une découverte vraiment à cause d'un incident qui est advenu un peu par hasard. Le terrain avait été préparé par Galilée. Galilée, dont j'ai vu d'ailleurs un portrait sur j'allais dire la façade, mais c'est quand même un mot un peu fort pour parler de cet endroit. Galilée, vous savez, s'intéresse à la chute des corps. Il se demande comment est-ce que les corps tombent. Alors on peut faire des observations. Si on fait des observations, c'est-à-dire si on fait tomber des pierres de masse différentes, on voit que les grosses pierres tombent plus vite que les petites pierres. Ce que Aristote d'ailleurs avait déjà observé et avait même théorisé la chose en disant un corps tombe d'autant plus vite que sa masse est plus élevée. Et en effet, si la hauteur de chute est conséquente, au-delà de quelques mètres,
Si vous laissez tomber une boule de pétanque en même temps qu'une balle de ping-pong, la boule de pétanque touche le sol avant la balle de ping-pong. Pas besoin de la tour de Pise pour voir ça. Et Galilée se dit, quand même, quand je laisse tomber une pierre dans de la mélasse, elle est assez rapidement freinée. Si je la laisse tomber dans de l'eau, elle est freinée mais moins vite. Si je la laisse tomber dans l'air, elle est freinée mais encore moins vite. Et il se dit, mais finalement, si la densité du milieu dans lequel je laisse tomber un corps devenait nulle, qu'est-ce qui se passerait? Et là, il fait une sorte de raisonnement qui montre que des objets de masse différentes, dans ce milieu qu'il appelle le vide, dont il ne sait pas s'il existe, tomberaient à la même vitesse. Et évidemment, il ne peut pas le vérifier par l'expérience, parce qu'à l'époque, on est en 1604, on ne sait pas si le vide existe, et la plupart des savants pensent qu'il n'existe pas parce qu'ils sont fidèles à Aristote. Donc comment est-ce que Galilée arrive à prouver que si le vide existait, les corps qui tombent dans le vide tomberaient tous à la même vitesse, quelle que soit leur masse? Et il invente ce qu'on appelle une expérience de pensée. Une expérience de pensée, c'est pas je me mets à réfléchir, c'est je fais confiance à une loi physique et j'imagine des circonstances que je ne peux pas réaliser mais que je peux penser pour voir comment cette loi physique que je postule vraie implique dans la situation que j'imagine. Et donc en l'occurrence, Galilée dit ceci. J'imagine qu'Aristote a raison. Donc j'imagine qu'une grosse pierre tombe plus vite qu'une petite pierre. Ça c'est la loi de départ, je suppose qu'elle est vraie. Ensuite commence l'expérience de pensée quand j'imagine que je vais relier la grosse pierre à la petite pierre par une ficelle. Donc je fais un système dans lequel il y a deux pierres mises ensemble, une grosse, une petite. Que dit Aristote? Il dit que l'ensemble formé par les deux pierres, étant plus lourd que la grosse pierre, va tomber plus vite que la grosse pierre, toute seule. Mais en même temps, pendant la chute, la petite pierre qui tombe moins vite va tendre la corde et elle va faire parachute. De sorte que l'ensemble va tomber moins vite que la grosse pierre toute seule. Conclusion. Il y a dans la loi d'Aristote une contradiction interne que personne n'avait relevée et que Galilée découvre. Et il démontre que la seule façon de résoudre ce paradoxe, les deux pierres tombent plus vite et moins vite que la grosse pierre toute seule, la seule façon de résoudre ce paradoxe, c'est de dire que la grosse pierre tombe exactement à la même vitesse que la petite pierre. Ce qui n'est pas ce que nous voyons. Ce qui n'est pas ce que nous voyons. Et ça, c'est la naissance de la physique moderne, qui énonce des lois qui, au premier abord, sont contradictoires avec l'observation. Après, évidemment, il faut interpréter l'observation pour expliquer comment une loi qui la contredit l'explique quand même. Alors on dit, il y a la gravité qui fait tomber tous les corps de la même façon, quelle que soit leur masse, et puis il y a d'autres forces, la résistance de l'air, la poussée d'Archimède, qui sont liées à la présence de l'air, de l'atmosphère, et ce sont ces forces-là, et seulement elles, qui sont responsables du fait qu'une grosse pierre tombe en apparence plus vite qu'une petite pierre. Mais là, c'est un moment capital, mais qui ne suffit pas à démontrer l'existence du vide. Ça dit simplement que si le vide existe, et là-dessus Galilée ne se prononce pas, si le vide existe, alors les lois physiques, dans ce vide, s'exprimeront de façon beaucoup plus simple que dans le monde réel, où l'atmosphère empêche qu'on puisse parler d'un vide autour de nous. En fait, en 1640, il s'est passé un événement, c'est la petite surprise que j'annonçais tout à l'heure, à Florence. Florence, ville de la Renaissance, il y a des fontaines partout, qu'on alimente en eau en pompant l'eau d'un fleuve qui coule à Florence qui s'appelle l'Arno. On pompe avec des pompes pneumatiques qui avaient été mises au point par des paysans qui s'en servaient pour vider les fossés tombés. Et les fontainiers remarquent un truc bizarre. Ils peuvent pomper l'eau de l'Arno qui coule parfois de façon souterraine dans les rues de Florence. Donc ils s'installent sur un pont, par exemple, ils pompent, ça marche bien, sauf que quand la hauteur qui sépare la surface de l'eau dans laquelle ils pompent de la pompe elle-même, le tube, si vous voulez, de la pompe, quand la hauteur est supérieure à 10 mètres, c'est 18 coudées dans leur langage, ça fait 10 mètres, ça ne marche plus. Ça pompe en dessous de 10 mètres, et quand la hauteur est supérieure à 10 mètres, ça ne marche plus.
Et donc il pense qu'il s'agit d'un problème technique. Il convoque des artisans, des ingénieurs, il change le diamètre du tube de la pompe, et la conclusion est toujours la même. Au-dessus de 10 mètres, ça ne marche pas. Et il commence à s'inquiéter qu'on ne puisse pas réparer cette panne, entre guillemets. C'est pas comme ici avec le micro. Et il y a une belle contrepétrie d'ailleurs, panne de micro. Hein, il vaut mieux avoir une panne de micro qu'une, je vous laisse trouver, qu'une pine de macro. Je reviens à mon histoire. Faut pas que je me laisse perturber par mes propres. Et donc, dans un acte un peu de désespoir, ils écrivent à Galilée. En 1640, Galilée, il n'est pas très loin de mourir, hein, il meurt en 42. Il est malade, il est aveugle, et il comprend quand même ce qu'on lui raconte, qui est cet incident constaté par les fontainiers de Florence. Et Galilée, il a l'intuition géniale que ce que les fontainiers viennent de rencontrer comme problème, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de physique. Et ce qui leur arrive est la preuve que la nature n'a pas horreur du vide. Il en parle à un de ses assistants qui s'appelle Evangelista Torricelli, qui est un type assez génial, qui est mort à 39 ans, comme beaucoup de génies à l'époque, Blaise Pascal et autres. Et Torricelli, il comprend ce que veut dire Galilée. Et il comprend par exemple que quand j'aspire du jus d'orange avec une paille, c'est pas du tout l'horreur que la nature a pour le vide qui commande au jus d'orange de monter dans la paille. C'est qu'en fait, il y a une pression de l'air, ce qu'on appelle la pesanteur de l'air, qu'on appelle aujourd'hui la pression atmosphérique. Et l'idée, c'est que l'air est pesant. Et la force qu'exerce l'air sur tout objet qui est à la surface du sol, c'est une force équivalente à 10 tonnes par mètre carré. 10 tonnes par mètre carré. C'est une pression énorme. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous aspirez du jus d'orange? Vous diminuez la pression dans la paille. Quand vous n'aspirez pas, la pression dans la paille est égale à la pression du liquide qui est sur le liquide dans le verre. Mais si vous diminuez la pression dans la paille, la pression sur le liquide qui est dans le verre va devenir plus grande que la pression dans la paille. Et donc c'est le poids de l'air sur le liquide qui est dans le verre qui va faire monter le liquide dans la paille. Autrement dit, en fait, l'idée c'est que l'horreur que la nature a pour le vide n'agit pas comme on croyait avant, comme un antidépresseur. C'est ça l'idée, non? C'est que dès qu'il y a une dépression dans la paille, la nature demande au liquide de monter. En fait, non. Il y a une pression, et quand on déséquilibre les pressions, c'est-à-dire quand on rend la pression dans la paille plus petite que la pression sur le liquide qui est dans le verre, eh bien, ça crée une ascension du liquide dans le verre. Alors, 10 tonnes par mètre carré, c'est compliqué, il faudrait faire des colonnes de 10 mètres. Et puis vérifier tout cela. À l'époque, on n'a pas le matériel. Et Torricelli, il a une idée géniale, qui est de remplacer l'eau par le mercure. On appelait le vif-argent à l'époque. Le mercure, comme vous le savez, est un matériau qui est beaucoup plus dense que l'eau. En fait, il est 13,6 fois plus dense que l'eau. Et donc, il réalise une expérience. Il prend une cuvette, dedans il met du mercure. Ensuite, il prend un tube d'1 mètre de haut, dans lequel il met du mercure. Il bouche les deux extrémités, avec une peau de bête, je crois. Et une fois qu'il a immergé l'une extrémité du tube dans la cuve, il retire le bouchon. Et il regarde ce qui se passe. Et ce qu'il voit, c'est que le niveau de mercure baisse, puis s'arrête. Et quand il mesure la hauteur de la colonne de mercure qui s'est immobilisée, il trouve 76 cm. Alors, il faut calculer 10 mètres divisé par 13,6. Ça fait 76 cm. D'accord? Donc, il a démontré que c'est bien le poids de l'air qui appuie sur la cuve de mercure, ce qui pose ensuite la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le tube à l'endroit où il n'y a pas de mercure. Le mercure, il y avait 1 mètre, puis il est descendu, il y a donc 24 cm dans lesquels on ne voit rien. Qu'est-ce qu'il y a là? Il n'ose pas dire que c'est du vide. Parce que s'il dit que c'est du vide, l'Inquisition
va s'énerver, et donc il parle de vapeur subtile, milieu extrêmement raréfié, etc. Mais il ne publie pas le résultat de son expérience, parce qu'il a peur de ces ennuis possibles avec l'acquisition. Simplement, il fait la manip à plusieurs endroits différents, à Florence, à Rome, et il y a un universitaire français qui s'appelle Mersenne, qui assiste à une des manips en Italie, dans un voyage, et quand il revient à Paris, il en parle partout, notamment à Blaise Pascal. Blaise Pascal entend parler de ça, et ça lui donne des idées. Il se dit, s'il y a une pression de l'air à la surface du sol, ben, il doit y avoir moins de pression quand on va en altitude. Et donc il écrit à son beau-frère, qui s'appelle Perrier, qui habite à Clermont-Ferrand, en lui disant, écoute, moi j'habite à Paris, autour de Paris il n'y a pas de montagne, tu habites à Clermont, à côté du Puy-de-Dôme, donc tu vas prendre un baromètre au mercure, parce que Torricelli a inventé le baromètre. Tu vas en laisser un en bas de la montagne, tu vas en prendre un second, tu vas le monter au sommet du Puy-de-Dôme, et à toutes les différentes étapes de l'ascension, tu mesureras la hauteur de la colonne. Puis tu redescends, et tu compares les niveaux. Alors, Perrier savait que s'il faisait l'expérience, les aristotéliciens allaient contester les résultats, donc il a mis sur pied un protocole en demandant à des ecclésiastiques, mais aussi à des séculiers, de l'assister dans l'ascension, de rester en bas pour certains d'entre eux pour vérifier que les mesures qu'il mesurera sont bien celles qui ont été observées et qu'il n'y a pas eu de triche. Et ce qu'il fait, c'est que le mois de septembre 1648, le 21 septembre, je crois, il monte au sommet, et la hauteur de la colonne de Mercure au sommet est beaucoup plus basse qu'en bas, ce qui veut dire que la pression de l'air en altitude est plus faible qu'au niveau de la mer, en l'occurrence au niveau de la ville de Clermont-Ferrand. Et ça va démontrer l'existence, sinon du vide, du moins d'un certain vide. Et ça va couper l'histoire en deux. Il y a un avant et un après. À partir de 1650, tout le monde est convaincu que la nature n'a pas horreur du vide, que ce qu'on appelait l'horreur de la nature pour le vide, c'est simplement le fait que la pression atmosphérique est tellement forte que dès qu'on crée un orifice dans une enceinte où le vide pourrait apparaître, la pression fait que l'air rentre, de sorte que le vide est interdit d'existence. Et on a confondu les ordres, on a attribué à la nature quelque chose qui en fait est lié à la difficulté de le faire. Ensuite, il y a un Allemand qui s'appelle von Dricke, je crois, qui a eu l'idée de faire une démonstration publique pour montrer à tout le monde que la pression de l'atmosphère est une force colossale. Il a pris deux hémisphères en laiton, donc une boule de 80 cm de diamètre, coupée en deux, donc deux hémisphères. De la sphère ainsi constituée, on peut écarter facilement les deux hémisphères. On peut les mettre ensemble puis les écarter. Ensuite, il pompe à l'intérieur de l'enceinte et il fait appel à deux attelages de 12 chevaux, un premier attelage qui va tirer dans un sens, un second attelage qui va tirer dans l'autre sens. Et ce qu'il démontre devant un public nombreux, parce qu'il était maire de la ville, il avait convoqué pratiquement tous les habitants, ce qu'il démontre, c'est que deux attelages de 12 chevaux n'exercent pas assez de puissance pour séparer les deux hémisphères dans la sphère dans laquelle on avait réalisé ce vide-là. Ensuite, il fait rentrer l'air dans la sphère, et là, la séparation est immédiate. Donc, il démontre que, en effet, la pression de l'air qu'on ne sent pas, parce que à l'intérieur de notre corps, la pression est égale à la pression atmosphérique. Donc, l'équilibre fait que nous ne sentons pas cette pression. Mais ceux d'entre vous qui font un peu de montagne savent que dès qu'on monte, cette pression diminue, et en fait, l'épaisseur de l'atmosphère, c'est quelques dizaines de kilomètres. Et d'ailleurs, change le rapport qu'on devrait avoir avec elle. L'atmosphère terrestre, c'est-à-dire la zone dans laquelle on peut respirer, c'est environ 10 km de hauteur, rapporté au diamètre de la Terre qui est de 12 000 km. C'est-à-dire que faut voir la Terre comme une sphère entourée par une micro-pellicule qui est son atmosphère, grâce à laquelle nous respirons. Et quand on a cette vision-là, on comprend que dans l'atmosphère, il ne faut pas mettre n'importe quoi si on veut qu'elle demeure respirable. Je ferme la parenthèse. Ensuite, il y a la question, finalement, est-ce qu'on peut définir le vide? Alors, la définition qu'on trouve dans les dictionnaires est très simple. Le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide.
Oui, parce que le vide, c'est pas le néant. Le vide, c'est pas le néant. Le vide, il est associé à une dimensionnalité, il a une taille, le vide. Il est spatialement étalé. Alors que le néant, il n'a pas de dimension spatiale. Donc, le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Cette division ne colle pas. Et c'est là qu'intervient la physique. C'est là qu'intervient la physique. Pourquoi? Parce qu'une théorie physique, souvenez-vous de ce que vous avez appris à l'école avec Newton et d'autres, une théorie physique, c'est un ensemble de concepts reliés par des équations qui, en gros, vous disent ce qui existe et ce qui n'existe pas. Par exemple, pour Newton, ce qui existe, c'est l'espace, qui est un truc spécial, le temps, qui est un truc spécial, et dans l'espace et dans le temps, il y a des objets physiques. Okay. Donc, dans le cadre de Newton, qu'est-ce qu'on appelle le vide? C'est ce qui reste quand on a enlevé tous les objets physiques. Donc il reste quoi? Il reste un espace dans lequel il n'y a absolument rien, qui est accompagné d'un temps qui passe. Donc c'est la notion commune de vide, c'est un espace vide dans lequel il n'y a aucun objet, simplement un temps qui passe. Alors ceux d'entre vous qui connaissent un peu les résultats de la physique contemporaine savent qu'il y a quelques décennies, on a détecté ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Le fond diffus cosmologique, c'est une sorte de lumière résiduelle qui vient de la séparation de la matière et de la lumière qui s'est produite 400 000 ans après le Big Bang. Et ce fond diffus cosmologique est une lumière très froide, il est partout présent, de sorte que le vide newtonien, il n'est pas complètement vide. Il contient au moins ce rayonnement. Donc d'une certaine façon, on peut dire qu'Aristote a raison quand il dit que le vide absolu n'existe pas. Le vide absolu, c'est une forme d'idéalité qu'on peut penser et qu'on ne peut pas réaliser, parce que même si vous avez la meilleure pompe à vide du monde, vous ne pourrez pas en extraire le fond diffus cosmologique. Et même si l'enceinte dans laquelle vous avez pompé a une température qui n'est pas nulle, il y a du rayonnement électromagnétique qui est émis par les parois qui va remplir cette enceinte, de sorte que vous ne pouvez pas dire qu'elle est absolument vide. Maintenant, et là c'est là que ça devient intéressant, vous savez qu'au XXe siècle, il y a eu plusieurs révolutions en physique, notamment une qui s'est développée dans les années 20, qu'on appelle la physique quantique. La physique quantique, c'est une physique qui explique le comportement des atomes, dont on s'est vite rendu compte qu'il ne peut pas être compris par la physique qu'on apprend au lycée. Un atome, c'est un objet très particulier, qui émet de la lumière, qui absorbe de la lumière, et la façon dont il le fait est en contradiction avec ce qu'on attend des lois de la physique classique. Et donc il y a une dizaine de jeunes gens qui en quelques années ont inventé des nouveaux concepts mathématiques, une nouvelle physique, la physique quantique, qui permet d'expliquer ce comportement à partir de concepts qui ne sont pas du tout les concepts ordinaires de la vie courante. Ce ne sont pas des concepts familiers, c'est des trucs assez bizarres qui font que le monde quantique est un monde qui nous paraît étrange. À ce propos, je voudrais faire juste une remarque. On entend beaucoup parler aujourd'hui d'intelligence artificielle, d'algorithmes, de big data. Et la remarque que je veux faire est la suivante. Quand ces jeunes physiciens élaborent cette nouvelle physique, les données dont on dispose à propos de la matière, par rapport à celles dont on dispose aujourd'hui sont extrêmement rares. Qu'est-ce qu'on sait en 1925 sur la matière? On connaît le proton, on connaît l'électron, on connaît à peine le photon, le neutron, on ne connaît pas, on ne connaît pas les interactions nucléaires, on ne connaît pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a en fait très très peu de données. Depuis, on a découvert les quarks, on a découvert les neutrinos, on a découvert les bosons intermédiaires, on a découvert le boson de Higgs, dont j'étais venu parler il y a quelques temps. Et là, on a découvert toutes sortes de choses. Et ces très nombreuses découvertes n'ont pas invalidé les principes de la physique quantique qu'on continue d'utiliser. Donc, je dis ça pour ceux d'entre vous qui pensent qu'avec l'intelligence artificielle, on pourra se passer des équations de la physique. Faites l'expérience de pensée suivante. Imaginez qu'aujourd'hui, on ait toutes les données dont on dispose, obtenues grâce aux collisionneurs de particules, aux satellites, aux télescopes, on a toutes ces données-là.
Mais on n'a pas les équations de la physique quantique. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'un algorithme pourrait, à partir des données, retrouver les équations de la physique quantique? Sans doute que non. Et on peut prendre un exemple encore plus simple. Imaginez qu'on mesure les vitesses de chute dans l'atmosphère de tous les corps qu'on y fait tomber, quelle que soit leur masse, leur forme, etc. On enregistre les vitesses, les positions, les accélérations. On a une banque de données colossale correspondant aux mesures des trajectoires de tous les corps qu'on a fait tomber dans l'atmosphère. On donne ça à un algorithme. Est-ce que cet algorithme serait capable, à partir de données qu'on lui donne, de nous dire, dans le vide, tous les corps tomberont à la même vitesse? Non, puisque cette loi-là ne figure pas dans les données. Il a fallu qu'un esprit humain se décale de l'observation, comme l'a fait Galilée, pour comprendre cette loi. Maintenant, je ferme la parenthèse. Alors, vous avez certainement entendu parler de vide quantique. Est-ce que vous connaissez une suite de tableaux de Picasso qu'il a peintes en 1944, je crois? C'est une suite de 12 tableaux qui représentent un taureau. C'est assez célèbre, je crois. Donc, il y a une première peinture, c'est un taureau. C'est un vrai taureau. Un taureau, on croit que c'est une photo de taureau. Puis une semaine après, Picasso a peint le même taureau, mais en retirant beaucoup de choses. C'est un taureau plus épuré. Puis une semaine après, il a encore enlevé des choses. Et au bout de 12 tableaux, il a représenté un taureau avec simplement une dizaine de traits. Sur les 10, il y en a 3 qui sont réservés aux couilles, hein, parce que c'est là qu'on voit que c'est un taureau. Mais voilà, donc il a représenté ce qu'on pourrait appeler l'essence même du taureau. C'est-à-dire le nombre minimum de traits qu'il faut mettre sur la toile pour qu'on reconnaisse dans le dessin qu'il s'agit d'un taureau. Si vous retirez un trait, il n'y a plus de taureau. D'accord? Et bien cette idée-là, c'est l'idée qu'en physique on va retenir pour décrire le vide. Alors en mécanique quantique, qu'est-ce qui se passe quand on enlève tout ce qu'on peut enlever? Alors on va enlever les particules, on va enlever les électrons, on va enlever les protons, les quarks, etc. Et ce qui va rester quand on enlève tout ça, c'est ce qu'on appelle le vide quantique. Et ce vide quantique, il n'est pas du tout comme le vide de Newton, qui est un espace dont je vous ai dit qu'il ne contient rien. C'est simplement un espace. Le vide quantique, il n'y a pas de particules dedans. Par contre, il y a ce qu'on appelle des champs quantiques dans l'état de plus basse énergie. C'est-à-dire que ce sont des champs quantiques qui viennent manifester non pas l'existence des particules, mais manifester le fait que si on met de l'énergie dans ce vide, des particules vont pouvoir apparaître. Autrement dit, les particules qui sont dans le vide quantique sont ce qu'on appelle des particules virtuelles. C'est-à-dire, elles sont bien présentes, mais elles ne sont pas vraiment réelles. Pourquoi elles ne sont pas réelles? Parce qu'il leur manque l'énergie qui est nécessaire à leur pleine incarnation. Pour le dire autrement, leur énergie est inférieure au produit de leur masse par le carré de la vitesse de la lumière, mc carré. E égale mc carré, la formule d'Einstein. En fait, les particules qui sont dans le vide quantique ont moins d'énergie que mc carré. Et donc, elles sont un peu fatiguées, elles manquent d'énergie. Et elles sont comme des belles bois dormants, complètement flappis, depuis 13 milliards d'années. Alors, comment est-ce qu'on peut manifester ces particules? C'est très simple. On fait appel au contribuable. Ah oui. Mais au moins, vous sachiez à quoi sert une petite partie microscopique de vos impôts. Et ça se fait à l'échelle mondiale, hein, donc par habitant, c'est quand même... on avait calculé. C'est le prix d'un cappuccino par an, en moyenne par habitant. Eh bien, on construit un tunnel, on creuse un tunnel de 27 km, du côté de Genève. Dans ce tunnel, on installe un collisionneur de particules, c'est-à-dire une machine qui est capable de donner beaucoup d'énergie à des protons, qu'on fait tourner dans un sens. Et puis on fait tourner d'autres protons dans l'autre sens. Et 2 fois par tour, on crée des collisions entre les 2 faisceaux qui sont en train de tourner en sens inverse. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que l'énergie des particules qui entrent en collision est transférée
au vide quantique où elle se trouve. Et donc pendant un tout petit instant, dans un volume très petit, on va recréer dans le présent les conditions physiques de l'univers primordial. Vous savez, dans le passé, il y a 13 milliards d'années, l'univers était beaucoup plus chaud, beaucoup plus dense, beaucoup plus énergétique. Et donc les particules du vide quantique étaient endormies, fatiguées, manquant d'énergie, vont avaler l'énergie qui vient de la collision du proton. Du coup, leur énergie va devenir plus grande que mc², donc elles vont devenir réelles. Elles vont avaler un peu d'énergie pour avoir de l'énergie cinétique, donc un mouvement. Elles vont sortir du vide. Et là, on les chope avec des grands détecteurs qui permettent de les identifier et de les caractériser. C'est comme ça qu'on a découvert en 2012 le boson de Higgs. Donc on a dit, voilà, on a détecté le boson de Higgs grâce à 2 expériences qui étaient sur le même anneau à des positions diamétralement opposées. Et un jour, il y a une dame qui m'a dit, mais comment vous avez pu détecter le boson de Higgs dans 2 expériences? C'est une bonne question. En fait, il y en a beaucoup. Simplement, quand on dit qu'on a détecté le boson de Higgs, il ne faut pas imaginer qu'il y en a partout dans l'univers et qu'il suffit de les attraper. En fait, il n'y en a plus dans l'univers. Simplement, on a démontré qu'ils ont existé dans l'univers et qu'ils se manifestent aujourd'hui par l'intermédiaire du champ quantique qui habite le vide. Donc le vide quantique, si vous voulez, c'est l'état d'énergie minimale de la matière. C'est pas un monde sans matière, c'est un monde qui contient la potentialité d'existence de toutes les particules qui peuvent être constituées réellement dans la matière d'aujourd'hui. Alors ça, j'ai parlé de Blaise Pascal tout à l'heure. Et Blaise Pascal, après avoir fait l'expérience, enfin, c'est pas lui qui l'a faite, mais après avoir organisé l'expérience du Puy de Dôme, voyant les résultats qui lui avaient été communiqués par son beau-frère, il a refait l'expérience à Paris, avec la tour Saint-Jacques. Donc il a pris un baromètre, il a monté les quelques étages de la tour Saint-Jacques qui culmine à 54 mètres. Et avec 54 mètres, ça suffit pour voir une différence de niveau dans un baromètre situé en bas et un baromètre situé en haut. Et Blaise Pascal avait une correspondance depuis quelques années avec un jésuite qui s'appelle le Père Noël. Ça, c'est pas vrai. D'ailleurs, dans les œuvres complètes d'Einstein, Blaise Pascal, vous trouverez lettre de Blaise Pascal au Père Noël. C'est vrai. Lettre de Blaise Pascal au Père Noël. Alors, on s'attend à ce qu'il lui commande des cadeaux, etc. Mais non. Et Blaise Pascal, on a assez des arguments des jésuites qui ne croient pas à l'existence du vide. D'ailleurs, ce Père Noël avait écrit un livre intitulé La plénitude du vide. Le vide ne peut pas exister parce qu'il est forcément plein. Et Blaise Pascal, à la fin de la lettre, on a marre de donner des arguments. Il dit seule l'expérience permettra de nous départager. Ce ne sont pas des arguments, ce ne sont pas des discussions, ce ne sont pas des arguments d'autorité qui permettent de trancher la question. Seule l'expérience est habilitée à dire lequel d'entre nous a raison s'agissant du vide. Et il conclut sa lettre en disant, cette phrase que je trouve géniale, il dit « Le vide tient le milieu entre le néant et la matière. » Il est entre les deux. Le vide, c'est pas le néant. Il a une dimensionnalité, il a une spatialité, il a une corporéité. Donc c'est pas le néant. Et c'est pas non plus la matière telle qu'elle se donne à nous. C'est simplement entre les deux. Le vide est une zone intermédiaire entre le néant et la matière. Alors évidemment, quand on dit ça, il faut faire allusion non pas au vide que j'ai évoqué tout à l'heure avec le XVIIe siècle. Il faut penser au vide quantique. Le vide quantique, il a vraiment ce statut d'être entre le néant et la matière. Voilà ce que je voulais vous dire. Et évidemment, ça laisse place à la discussion. Bonjour. Vous découpez le vide comme de la matière dans l'énergie la plus basse. Mais on appelle donc ça de la matière quand même.
Ben oui, c'est l'état fondamental, c'est-à-dire, en fait, en physique quantique, on décrit les particules, l'état des particules par ce qu'on appelle des vecteurs d'état, c'est un barbare, et bien par des champs quantiques, en fait. Et quand on a retiré les particules, il reste le champ quantique qui leur est associé. Donc c'est l'état d'énergie minimale de la matière. C'est de la matière dans son état minimal. Donc, vous voyez, il faut distinguer les trois mots. Il y a trois mots qui en langue française sont presque synonymes. Le mot néant, le mot vide, le mot rien. Il y a beaucoup d'expressions qui les mélangent. Alors qu'en fait, il faut les distinguer. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que quand vous les mettez à la queue leu et que vous les dites vite, ça fait quoi? On va le faire tous ensemble. Néant, vide, rien. Néant, vide, rien. C'est drôle. Je voudrais savoir, parce que si l'univers, si on la considère que comme de la matière, je ne vois pas comment on peut passer au continu. Vous voyez, on reste dans le domaine du dénombrable, il y a que le vide qui permet d'envisager le continu. Oui. Alors, donc, comment on peut expliquer ça? Est-ce que ce serait des interactions entre ces particules, justement, qui créeraient une sorte de continuité de l'univers, un peu comme la théorie des cordes, d'ailleurs, de l'expliquer. Alors, je n'ai pas compris dans votre argument. Dire qu'il faut qu'il y ait du vide. Non, mais je veux dire, si on considérait que le vide, c'est du néant, comme on le faisait avant, mais ça... la matière, on reste dans le domaine du dénombrable, parce que la matière est formée que d'atomes. Même si on casse les atomes petits avec des quarks, on est quand même limité. Tandis qu'intuitivement, on souhaite l'univers comme quelque chose de continu. Oui, alors la continuité Alors, du vide. j'aimerais savoir, quand on parle par exemple de l'univers en expansion, c'est bien le vide qui est en expansion. C'est pas la Lune, c'est pas non. le Soleil. Je suis d'accord avec vous, mais quand on dit que l'univers est en expansion, c'est pas le vide lui-même qui est en expansion, c'est ce qu'on appelle l'espace. C'est l'espace qui est en expansion. Oui, mais... Alors attendez, le truc c'est que dans les années 20, on a vu, grâce à des télescopes puissants, notamment un astronome qui s'appelle Hubble et un autre qui s'appelle Sniffer, ils ont regardé ce qu'ils appelaient à l'époque des nébuleuses. Nébuleuse, c'est l'ancien nom pour galaxie. Et ils voyaient, par la lumière qu'envoient ces nébuleuses, que les galaxies, les nébuleuses, semblent s'éloigner de nous d'autant plus rapidement qu'elles sont loin de nous. Plus elles sont loin, plus elles s'enfuient vite. Comment est-ce que Hubble a interprété cela? En disant qu'il y a une fuite des galaxies, que les galaxies s'éloignent, fuient dans l'espace à des vitesses proportionnelles à la distance qu'elles ont avec nous. Simplement, il y a un autre astronome qui s'appelle l'abélomètre, qui a pris toutes ces données et qui les a interprétées en utilisant les équations d'Einstein de la gravitation. Et la conclusion à laquelle il est arrivé est complètement différente, comme quoi les faits sont jamais bruts. Les faits n'ont de sens que s'ils sont interprétés dans un cadre théorique. La conclusion de l'abélomètre, c'était de dire, en fait, les galaxies, on les voit bouger, mais ça ne prouve pas qu'elles bougent. Si la distance qui les sépare augmente, ça n'est pas parce qu'elles se déplacent dans l'espace, mais parce que l'espace qui les sépare se dilate. D'accord ? Donc l'expansion de l'univers, c'est l'expansion de l'espace, et non pas l'éloignement des choses qui sont dans l'espace, dans l'espace. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc, le vide, en l'occurrence, ce que vous appelez le vide, moi je l'appellerais l'espace, tout simplement. Et l'espace est continu. L'espace est continu, il a une métrique. Il n'y a pas de trou dans l'espace. Oui. Bonjour et merci pour cette conférence. Je vais poser une question de Béotien. Avec les 27 km du HCR, on a réussi à insuffler, je ne sais pas si c'est pour terme, assez d'énergie pour prouver l'existence passée des bosons de Higgs. Est-ce que ça veut dire que si on construisait un accélérateur plus grand, avec plus de puissance, on arriverait à réveiller des particules qu'on n'aurait pas prévues, nouvelles? Ben, c'est le but alors. Attendez, il faut regarder un peu les ordres de grandeur. L'énergie qu'on donne aux protons grâce à cette machine, le LHC, c'est l'énergie cinétique d'un moustique en vol. Donc chaque proton a autant d'énergie qu'un moustique en vol. Il
et on fait des colliers. Et on appelle ça de la physique des hautes énergies. Il y a des gens d'ailleurs, quand on marque payer des impôts, qui nous disent quand même tout ça pour une énergie de moustique. Il n'y a qu'à mettre le périphérique parisien à double sens. On fait des carambolages de bagnoles. Et en fait, c'est pas du tout l'énergie qui compte, c'est la densité d'énergie. Et en l'occurrence, avec le LHC, le proton tout petit a l'énergie d'un moustique. Alors que dans un moustique, l'énergie totale est partagée par les milliards de protons et d'autres particules qui constituent les moustiques. Donc ce qui compte, c'est la densité d'énergie. Maintenant, ce qui nous intéresserait, c'est d'aller voir ce qui s'est passé dans l'histoire de l'univers au moment du passage du mur de Planck, qui est en amont de tout ça. Et au moment du mur de Planck, l'énergie des particules en moyenne, c'était l'énergie d'un TGV en circulation. D'accord? Donc vous voyez, l'ordre de grandeur, moustique, TGV. Il nous manque des ordres de grandeur pour pouvoir faire en laboratoire